Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Donc, effectivement, je dirige une chaire ANR, la chaire IA responsable, qui a pour particularité d'être l'un des premiers projets qui soit interdisciplinaire entre le droit, l'éthique et l'informatique. Donc, on a vraiment avec nous des informaticiens. Donc, déjà, on connaît ce travail interdisciplinaire. Je dirige également, important à signaler, le DU responsable de l'éthique de l'IA, puisque l'Union européenne réclame des spécialistes qui soient capables d'aller en entreprise pour évaluer les systèmes d'IA qui sont mis sur le marché. Et bien là, c'est un diplôme niveau Bac+5 qui est également interdisciplinaire avec des cours d'informatique, limité, hein, on ne forme pas des informaticiens, des cours de droit limités parce qu'on ne forme pas des juristes, et des cours d'éthique, pareil, même remarque, pour que tout le monde puisse comprendre le même langage, avoir le même langage, et pouvoir travailler en entreprise dans son secteur d'activité ou au milieu, au croisement de ces secteurs. Donc, je connais bien les difficultés de la formation en matière d'intelligence artificielle. Alors, mon profil d'origine, je suis juriste. Je ne suis pas informaticienne, donc c'est très spécifique. Je suis vraiment juriste d'origine et je travaille depuis 2012 sur la robotique et l'intelligence artificielle au regard du droit. Et très rapidement, je me suis aperçue qu'en réalité, quand on travaille au regard de l'IA et du droit, on travaille par rapport à la société en général et on étudie les impacts de l'IA sur la société dans son entièreté. Alors, peut-être qu'il n'est pas bien branché. Il ne fonctionne pas. Peut-être que c'est peut-être pas allumé ou je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûre d'être ça. Essaye. Ça y est. Merci beaucoup. Alors, bon, je vais vous parler des défis de l'IA face justement à cette question de la formation et de l'enseignement, professionnel. Alors, pour comprendre cette question très difficile, on m'a demandé, lorsque j'ai préparé cette intervention, on m'a demandé de vous parler de la notion d'IA. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je ne suis pas informaticienne, donc je vais vous donner vraiment quelque chose, je vais dire, à la louche. Ensuite, on m'a demandé également de parler des règles juridiques applicables à l'intelligence artificielle parce que vous serez soumis à ces règles, parce que les produits que vous allez acheter d'IA pour former vos étudiants seront soumis à ces règles, parce que vous allez voir, il va y avoir un impact sur l'enseignement et la formation professionnelle. Commençons par qu'est-ce que l'IA? Alors, qu'est-ce que l'IA? Eh bien, l'IA, ça date d'il y a longtemps. Alors, on a l'impression avec l'IA générative que ça date d'il y a quelques années, mais en réalité, ça date des années 50. Le mot a été inventé dans les années 50, ça n'existait pas avant. Il a été inventé pour qu'il soit marketé, pour qu'il frappe les esprits. L'époque déjà avait ces problèmes d'obtention de projets et l'objectif des auteurs était de marquer les esprits pour avoir des subventions pour travailler sur des systèmes informatiques qui allaient copier un peu l'esprit humain. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir de l'argent. Alors, malheureusement, ce mot a tellement bien marché qu'on l'a conservé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur le mot intelligence artificielle que je vais ne pas pouvoir explorer avec vous aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut savoir que ce mot est critiqué, même si moi, personnellement, je connais ses défauts, mais c'est très pratique quand on veut être clair pour le public. Vous allez voir avec vos étudiants. Donc, l'idée, c'est de copier le fonctionnement du cerveau humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une spécialité informatique, vous avez très rapidement, quelques dizaines d'années, finalement, l'idée s'est élargie vers le produit lui-même. Donc, l'IA, c'est plus simplement la discipline, c'est devenu le produit qu'on utilise. On utilise de l'IA. Alors qu'en fait,
c'est pas tout à fait le bon terme, ça c'est plutôt des systèmes d'IA qu'on va utiliser, ou quel que soit le mot, mais c'est pas l'IA. L'IA, c'est vraiment la discipline d'origine, comme les mathématiques sont la discipline d'origine, ou le droit. Donc voilà, aujourd'hui c'est un mélange assez compliqué. Donc on va parler d'IA au sens général, en mélangeant un peu tout, vous allez voir, mais c'est pas bien grave parce que l'Europe est très claire là-dessus. On en reparle dans quelques instants. Alors, pardon. La définition de l'IA, alors vous avez plein de définitions de l'IA, et il faut également vous signaler que l'IA, c'est très difficile à définir. Pourquoi? Parce que chaque scientifique, chaque informaticien va vous définir l'IA d'une manière différente. S'il travaille sur les réseaux de neurones, il va parler des réseaux de neurones. Si c'est un roboticien, il va vous dire, bah, l'IA, c'est pas concevable sans qu'il y ait une machine derrière, une machine matérielle. Donc l'IA, je suis retournée à la base, donc au vocabulaire qui a été publié au JO, vocabulaire officiel français, qui nous dit que c'est un champ interdisciplinaire qui est à la fois théorique et pratique. Bien sûr, pensez au travail purement informatique ou alors à la robotique qui utilise l'IA, qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel, voilà, par exemple un bras robotisé, et logiciel. Donc un système informatique qui va utiliser un petit peu le raisonnement humain à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines. Donc là, il reste très branché sur l'idée que finalement, ça doit servir à l'humain. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution des différentes disciplines, alors ce petit schéma vous montre un peu j'ai supprimé beaucoup de choses dans ce document parce que j'avais que 45 minutes. Je me suis aperçue hier soir à minuit que j'allais tenir à peu près 5 heures. Donc, j'ai tout coupé. J'ai coupé l'historique, malheureusement, que j'avais mis un temps fort préparé. Et j'ai regardé le schéma, que je n'ai pas fait moi-même. Je ne suis pas l'auteur de ce schéma. Alors, il est très simple. C'est pour ça que c'est assez efficace. L'intelligence artificielle dont on vous parle, voilà, c'est tout ça. C'est le bleu plus le orange, je ne sais pas quelle couleur, plus le rose. Donc, c'est bien un système d'imitation de la pensée et des actions humaines. Sauf que, donc ça, c'est né dans les années 50, voilà, et c'est le premier temps de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appellera juste après, je vous dis le mot, l'IA symbolique. Ensuite, vous avez dans les années 90, même annoncé avant par notre chercheur, qui n'a pas forcément eu un écho, dans les années 90, on nous a dit, eh bien, on a trouvé des systèmes pour aller plus vite, pour faire mieux, pour faire autrement. Je ne vais pas choquer les gens qui sont spécialistes de l'IA symbolique, pour faire autrement à partir de données. Donc là, on va plutôt apprendre à partir d'un ensemble de données. Et dans les années 2000, les dates ne sont pas très claires, hein, parce que vous avez des gens qui ont imaginé le système, mais comme vous n'avez pas les technologies pour permettre de les mettre en œuvre, eh bien, c'est resté dans les tiroirs, notamment Yann Lequin, qui avait déjà imaginé les réseaux de neurones. Donc, vous avez le deep learning, qui va être finalement un dérivé du machine learning et qui va aller un peu plus loin en étant réalisé sous forme de réseau de neurones. En résumé. Alors, donc vous avez deux grands groupes en informatique. Vous avez en informatique spécialisé en intelligence artificielle, parce que vous avez plein de domaines en informatique que je ne connais pas. Moi, je connais un tout petit peu, très peu. Je pourrais rester modeste. L'intelligence artificielle. Vous avez l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Alors, pourquoi je vous embête avec ça? Parce qu'en réalité, il y a des conséquences derrière. Alors, effectivement, si on regarde l'IA symbolique, je ne vais pas vous faire toutes les explications, ne vous inquiétez pas. J'embête mes étudiants avec ça, mais je ne vais pas vous embêter vous. On parlait aussi à un moment donné. Alors, vous savez que l'IA, elle subit des phénomènes de mode épouvantables. On parle d'une explosion de l'IA dans les années 50. Tout le monde a cru qu'on aurait de l'IA dans toutes les maisons, qu'il y aurait des robots qui, dans les années 60, serviront les personnes. Donc, voilà.
si je ne vais pas montrer ces schémas, mais vous avez des espérances folles suivies toujours. Beaucoup d'argent suivi toujours d'un hiver où l'argent ne coûte plus, on refuse les budgets et où discrètement on change le nom de la discipline. Parce qu'on ne fait plus d'IA, d'un seul coup on fait des systèmes experts. Et quand c'est à nouveau la mode, c'est plus personne qui fait des systèmes experts, ils refont tous de l'IA fabrique. Donc, ça, c'est comment vendre son produit, en fait. Hein, on est tous amenés à faire ce genre de choses. Donc, c'est juste un effet de mots et de mode. Mais en réalité, ça reste de l'IA symbolique. Et alors, l'IA symbolique, c'est très intéressant. Donc, c'est l'humain qui va entièrement programmer la machine. Il va lui donner un certain nombre de règles. Et ensuite, à partir de là, la machine va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes et même pouvoir créer de nouvelles réflexions, de nouvelles réponses à partir des règles qu'elle connaît. Voilà. Mais il faut tout lui donner. Donc, il faut que tout soit programmé. Donc, ça, c'est un avantage parce qu'on ouvre la bête, on sait ce qu'il y a dedans. C'est de l'IA en partie globalement explicable, on est content. En droit, en tout cas, on est content. Mais d'un autre côté, c'est super long. Et souvent, les informaticiens me disent, quand il y a des problèmes, on patch, et finalement, ça donne une espèce de rusting sur le programme, et ça n'a pas forcément été simple à comprendre. Bref, ça, c'est l'IA symbolique. Vous avez encore, par exemple, le CRIF de Lens qui travaille énormément en IA symbolique. Donc, ce n'est pas du tout abandonné, même si les médias en général n'en parlent plus. Ils ont oublié l'existence de l'IA symbolique. Mais vous avez plein de chercheurs qui travaillent sur ça et plein d'usages en médecine. L'IA connexionniste ou l'IA numérique, c'est ce qui est plus à la mode. Elle part d'exemples de solutions. Elle va extrapoler par des méthodes statistiques. Alors là, vous avez un schéma, qui n'est pas non plus le mien. Vous avez un schéma qui distingue le machine learning du deep learning. Vous voyez que vous avez des données en entrée. Ce qui différencie les deux, c'est qu'entre deux, vous avez un humain qui va devoir finalement nettoyer les données et réaliser un travail pour réussir à régler le système. Donc, vous avez un humain à un moment donné qui va intervenir en principe dans le système, tandis que normalement, ce n'est pas forcément vrai dans ce que je vois, beaucoup d'humains aussi en deep learning. En deep learning, on balance le système et ça fonctionne. Ce qui n'est pas tout à fait forcément vrai. Alors, si on distingue les deux, le machine learning, qui est en français l'apprentissage automatique du deep learning, qui est les réseaux de neurones, notamment. Alors, il faut savoir que, ce qui m'a posé beaucoup de soucis, il faut savoir que le mot machine learning, c'est un mot générique. Quand vous savez ça, vous êtes tout content. Donc, ça veut dire que dans le machine learning, on y met, si on ne précise pas, ça veut dire que vous pouvez tout aussi bien y mettre aussi ce dont on parle après, les réseaux de neurones. Donc, le machine learning, c'est le paquet qui contient absolument tout ce qui va suivre. Donc, le machine learning plus le deep learning. C'est un terme générique. Alors, l'intérêt, si on voit vraiment le machine learning et qu'on laisse de côté le deep learning, alors, le machine learning est très intéressant. Donc ça donne beaucoup d'espoir parce qu'il permet à la machine d'apprendre sans avoir été programmée explicitement à cet effet. Donc, on ne va pas lui donner la liste des règles, c'est elle qui va trouver les règles à partir, par exemple, d'un certain nombre d'images. Le machine learning a aussi évidemment besoin d'une grande quantité de données pour apprendre. Par exemple, il marche extrêmement bien sur les images et les mots aussi. Donc, il marche très très bien sur les images. C'est le premier domaine où ça a réalisé des miracles, mais aussi des choses assez marrantes d'ailleurs. Donc, des miracles sur les images. Donc, voilà, un jeu de données complet. Ça veut dire que si vous voulez faire apprendre à votre système, je ne sais pas, un chien, donc vous ayez toutes les races de chiens, toutes les couleurs de chiens, mais également toutes les positions de chiens. Pas seulement un chien de face, de côté, donc qu'il soit dessus, dessous, un bout de la queue, un bout de patte, etc. Pour que la machine puisse réussir à apprendre le chien. Et même comme ça, ce n'est pas garanti qu'elle reconnaisse un chien. Alors, si on passe au deep learning ou l'apprentissage profond, alors vous avez la définition pour le grand public, je ne vais pas vous donner, elle figure ici, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est
très mathématique. Hein, dans le cas de l'UD, on explique plus précisément ce que c'est, à quoi ça correspond. Les étudiants se débrouillent ensuite très bien, hein, sachant que les étudiants ils viennent de toutes les disciplines. Hein. Je ne sélectionne pas la discipline, je sélectionne le niveau. Alors, donc le deep learning, vous avez donc un entraînement qui va se faire à partir d'un réseau de neurones et vous avez une rétroaction qui va se réaliser. Donc, vous allez apprendre, par exemple, vous voulez faire apprendre à la machine le chien, il va apprendre le chien et à chaque fois qu'il va se tromper, il ne va pas reconnaître que c'est un chien, et puis on va lui expliquer que c'est faux et il va recommencer à réapprendre le chien jusqu'à temps que la réponse soit bonne et qu'on puisse déployer la machine, le système d'IA, pour qu'il reconnaisse à coup sûr le chien. Donc, le deep learning, en principe, permet à la machine d'apprendre sur des données brutes. Ce que je vois autour de moi, très plutôt sur des données qui ont été aussi bien nettoyées. Vraiment, données brutes, je n'ai pas encore vu ça vraiment autour de moi. Le deep learning aussi a besoin d'un volume énorme de données. Mais quand je dis un volume énorme, c'est beaucoup plus important que le machine learning. Le machine learning, disons, 100 000 images, ça va le faire. Le deep learning, il faudra plutôt 100 millions de données pour pouvoir avoir des résultats qui vont être ensuite extrêmement fiables. Deuxième inconvénient, même si on peut dire que ça se présente aussi en machine learning, vous avez une tendance à avoir, même si c'est de moins en moins vrai, une boîte noire. On parle aujourd'hui de boîte grise parce que les informaticiens ne savent pas trop comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Ils savent que ça fonctionne, mais vous avez une difficulté à vraiment appréhender l'intégralité de la compréhension du fonctionnement. Donc on parle d'IA non explicable ou de l'IA partiellement explicable. Bien sûr, vous avez tous les labos de France et d'ailleurs qui travaillent sur l'explicabilité et qui arrivent à avoir des couches de neurones qui commencent à savoir à quoi ça correspond. Donc ça devient de plus en plus explicable et c'est évidemment un gros sujet juridique. Hein, vous voyez bien que si vous avez un système d'IA utilisé par un médecin qui repose sur le deep learning, le médecin qui doit ensuite pouvoir expliquer rapidement à son patient pourquoi il a donné de la valeur au diagnostic réalisé par le système d'IA, eh bien, il doit pouvoir comprendre un petit peu. Et le médecin doit avoir accès, par exemple, aux données pour réaliser l'objectif. Pour le moment, l'objectif de donner le résultat. Pour le moment, on n'a pas forcément accès aux données qui ont permis d'avoir le résultat. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est pour ça que voilà, il faut travailler encore sur ces sujets. L'IA générative, on en parle. J'en parle aussi, j'espère. Mais très rapidement. Alors, vous savez tous que depuis 2022, on parle que de ça, tout le temps, sans arrêt. On vous harcèle. Si vous êtes sur LinkedIn, vous n'avez pas un poste qui ne parle pas de l'IA générative et vous êtes censé devenir riche dès demain avec l'IA générative, ou votre entreprise, ou votre école, ou vous-même, je ne sais même plus qui. C'est la révolution. C'est vrai que c'est spectaculaire. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je ne vais pas dire que c'est la révolution. Je vais dire que c'est spectaculaire. Alors, vous avez des exemples de photos générées avec de l'IA générative. C'est effectivement spectaculaire. Il y en avait d'autres, hein, plus assises, que j'ai trouvées toutes mignonnes. Il y en a qui sont beaucoup moins. Alors, comment ça fonctionne l'IA générative? Pour que vous ne soyez pas complexé, que vous ne soyez pas bloqué, pour que vous ne soyez pas embêté avec cette histoire d'IA générative. Eh bien, l'IA générative, ça fait deux choses. D'abord, l'entreprise, ça dépend laquelle, ça dépend ce qu'elle fait. Vous avez une entreprise qui va créer un modèle d'IA générative. Ça, c'est important. Elle fait un modèle, d'accord? Donc, elle va s'entraîner sur plein de données. Clairement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va piquer l'ensemble des données qui sont sur Internet. Par exemple, l'ensemble des textes sur Internet. Tous les textes qu'elle trouve sur Internet. C'est récupéré par un système et ça permet d'entraîner, par exemple, un système qui va permettre de comprendre du texte. Voilà. Tout ça sur Internet. Hop, c'est récupéré. Que vous soyez ou non d'accord, ce n'est pas le problème. Ça, c'est la méthode pour générer un modèle.
Ensuite, vous avez la même entreprise ou une autre entreprise qui va se dire, avec ce modèle, comme GPT, vous avez l'entreprise, la même par exemple, qui va dire, je vais, avec ce modèle, entraîner, efficace, qui reconnaît des phrases, qui reconnaît le langage humain, on appelle le langage naturel, eh bien moi, je vais générer du texte. Je vais y mettre un chatbot. Et on a ChatGPT, qui est, lui, un système d'IA. Donc, vous avez un modèle, où là, vous, si vous n'êtes pas informaticien, vous ne pouvez rien en faire. Et vous avez, vous, accès en tant qu'utilisateur à ChatGPT ou à d'autres systèmes qui vont être un système d'IA, qui vous donne accès à ce GPT pour discuter, etc. Qu'il faut comprendre. Le modèle est différent du système d'IA générative. Le modèle d'IA générative, le système d'IA générative, on appelle ça aussi le modèle GPI ou le système GPI, c'est la même chose. Alors, ça, c'est, là, si vous avez compris ça, vous avez compris toute l'IA générative. Et je vous félicite, parce que je pense que vous avez compris. Alors, le cadre juridique de l'IA maintenant. Ce sur quoi on va passer un peu plus de temps. Le cadre juridique de l'IA. Alors, tout commence, la belle histoire de l'IA et le droit commence en 2021. Jusque-là, il n'y avait rien sur l'IA en droit. En 2021, voilà, on se dit, mais et si on travaillait sur l'IA? C'est plus ou moins comme ça que c'était passé. Et donc, ils se sont mis à travailler sur l'intelligence artificielle. Et finalement, ça a été extrêmement rapide pour des raisons d'élection, pour des raisons politiques, on va dire. Ça a été extrêmement rapide parce que le règlement sur l'intelligence artificielle, que je vais appeler le RIA, on peut dire aussi en anglais l'AI Act, et c'est dur à dire et c'est rapide. Donc le RIA a été adopté le 13 juin 2024. Tout récent. Il vient de paraître, il est paru pendant l'été. Tous les juristes qui travaillent sur l'IA étaient accrochés à leur ordinateur, en espérant que ça apparaisse. C'est plus ou moins la réalité. C'est exactement le cas. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Quand on publiait un truc, il fallait absolument avoir la bonne date. Quand même. Et c'est entré en vigueur le 1er août. Voilà, pendant que vous étiez en vacances, vous avez un texte d'une grande ampleur qui révolutionne à peu près tout en Europe, qui est entré en vigueur. Ce n'est pas encore en application, vous avez des délais d'application qui vont varier pour laisser temps aux entreprises de s'y mettre, mais en vigueur, ça l'est déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'IA? Là, je parle de système d'IA. Alors, l'Europe a pris une première précaution. Elle ne parle pas d'IA, parce que l'IA, je te dis, on ne sait pas définir, c'est le bazar. Ils ont abandonné, ils ont défini le système d'IA. Système d'IA, c'est un système qui est automatisé, on est bien content, qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui ne se mouille pas, et qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation, okay, et pour des objectifs explicites ou implicites, et tout, qui va déduire à partir d'entrées qu'il reçoit la manière de générer des sorties. Là, on voit bien que c'est pour donner quelque chose, une réponse, des sorties telles que des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui vont avoir une influence. Donc, on voit bien les types de choses qui vont sortir de cette IA. Donc, ça, c'est la définition officielle du système d'IA. Il n'y a pas de définition de l'IA en Europe. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est que ce règlement sur l'IA? Pour que vous sachiez qu'on parle, c'est le premier cadre juridique au monde qui vient faire en sorte qu'on ait confiance dans l'IA. Voilà. Son but, c'est que les citoyens européens aient confiance dans l'IA. Voilà. Deuxième chose, quelle est sa valeur juridique pour vous? Eh bien, c'est obligatoire directement. Ça veut dire que vous soyez d'accord ou pas, il s'imposera. Et il s'impose donc à tous les États européens. C'est obligatoire. Il s'impose même aux autres États indirectement qui vont vouloir vendre des produits sur le territoire européen. Donc, c'est vraiment super étendu comme application. Le contenu, eh bien, ce qui est très important à comprendre et à connaître, c'est
un règlement qui ne concerne que la mise sur le marché d'un système ou l'utilisation du système ou la mise en service du système. Donc, une entreprise qui veut acheter un système d'IA pour l'utiliser, par exemple, dans le cadre de sa formation de ses salariés, eh bien, on lui applique le règlement. Une entreprise qui décide d'inventer un système d'IA pour ensuite le vendre, on lui applique le système d'IA. Une entreprise à l'étranger qui décide de mettre en service dans l'Union européenne un système d'IA pour faire telle ou telle chose, on lui applique aussi le règlement. Vous voyez, c'est assez énorme. Donc, ça s'appliquera nécessairement aux utilisateurs professionnels des systèmes d'IA. Donc, avant. Sanction. Alors, d'ailleurs, la sanction, elle est sympa comme tout. Ça va entre 40 millions et 7,5 millions d'euros, ou pour les entreprises, ça va entre de 8 à 1% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, c'est énorme. Ça, c'est une amende qui sera versée, à l'État. Alors, à noter, c'est le premier cadre juridique au monde. On est les premiers au monde à avoir fait ça. On s'est dit, toutes les entreprises me disent à chaque fois, oui, mais ça va nuire au développement et à l'innovation de l'IA en Europe. Non, parce que vous avez tous les autres pays de la planète qui nous emboîtent le pas et qui commencent aussi à réglementer l'IA. Parce que ça va justement donner un cadre à l'IA. Alors, qui sont les personnes concernées? Là, vous allez me dire, est-ce que moi, je suis concernée en tant qu'enseignant, par exemple? Eh bien, non, en tant qu'enseignant. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir. Sont concernés les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est les acteurs centraux du règlement. C'est eux qui vont mettre sur le marché. Donc, c'est l'entreprise, par exemple Microsoft, qui va mettre sur le marché son nouveau système d'IA dans l'Union européenne, qui va être le fournisseur qui va respecter les règles du règlement, ou qui va mettre en service le système d'IA. Mais ou le modèle GPI dont on a parlé tout à l'heure. Mais on reviendra dessus. Les déployeurs. Alors là, ça nécessite une explication. Ce sont les utilisateurs professionnels dans le cadre de leur établissement. Alors ça, je l'ai dit, ça ne s'appliquera pas à vous, oui et non, en fait. Oui, ça ne s'applique pas à vous en tant que personne individuelle, mais ça s'applique à vous en tant qu'enseignant de votre établissement. Donc, ça veut dire que votre établissement va être le déployeur du système d'IA. Donc, ça veut dire que votre établissement achète un système d'IA, met en service un système d'IA qu'il a acheté, il est déployeur. Si votre établissement invente, bidouille un système d'IA à l'interne pour l'utiliser avec les étudiants, non seulement qu'il est déployeur, mais il va aussi être fournisseur du système d'IA. Donc, il va devoir respecter l'ensemble de toutes les règles. D'accord? Donc, en fait, ça va s'appliquer. Alors, quelle est l'approche adoptée par le règlement? Alors, le règlement adopte... Le règlement adopte une approche basée sur les risques. Ça veut dire que plus les risques de votre travail avec l'IA vont être importants, plus vous allez avoir de règles à respecter. C'est ce qu'on appelle l'approche par les risques. Alors, donc c'est une gradation de contraintes en fonction des risques. Alors, les risques, quels sont-ils? Le règlement est très clair là-dessus. Ça paraît très limité. D'ailleurs, même les étudiants, j'ai passé une soutenance d'un mémoire de master 2 hier, et l'étudiant n'avait rien compris du tout. Le règlement vous dit c'est les risques en matière de santé, de sécurité et de droits fondamentaux. En tant qu'enseignant, mes cours, même si j'utilise de l'IA, je ne vais pas faire couvrir des risques en tant que matière de droits fondamentaux quand même. Ça va très très vite. Il suffit que vous utilisiez un système d'IA discriminatoire et que vous ne sachiez pas. Là, vous avez affaire à une IA discriminatoire et hop, vous avez un risque en matière de droits fondamentaux. Donc en fait, ça va très vite. Alors vous avez cette fameuse pyramide des risques que je vous ai simplifié au maximum, juste pour que vous ayez ça en tête
Vous avez une pyramide qui a été inventée par l'Union européenne et depuis, elle s'est complexifiée. Mais je vous l'ai mise au plus simple. Vous avez tout en haut les risques inacceptables. Là, ça veut dire que l'usage de système d'IA sera interdit. Vous avez en dessous, et j'applique juste après à la formation à l'enseignement professionnel, d'accord? Donc, regardez bien, j'applique juste après. Vous avez en dessous les risques élevés. Alors là, vous avez l'essentiel des 160 pages du règlement, c'est énorme, énorme. L'essentiel qui porte sur les risques élevés. Vous avez une multitude de règles à respecter. En dessous, vous avez les risques modérés. Là, vous avez quelques articles, surtout un article qui concerne les risques modérés. Et enfin, vous avez les risques minimes. Là, les risques minimes, c'est tout le reste. Et là, il passe à la trappe, il n'y a pas de date. Alors, voyons un peu ce que ça donne en matière d'éducation et de formation professionnelle. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu la phrase, est-ce que ça concerne ceux qui sont formés à l'IA ou formés par l'IA? En fait, le texte liste tout le monde. Hein. Vous êtes formé à l'IA et ensuite vous allez transmettre vos connaissances en utilisant un système d'IA. Vous êtes concerné. En fait, dès qu'il y a un système d'IA dans l'affaire, vous serez concerné par le règlement. Mais bien sûr, si vous parlez d'IA sans système d'IA, ce qui est mon cas ici, je ne suis pas concerné par le règlement. Alors, donc, il faut savoir que le règlement, en matière, alors bien sûr, j'ai ciblé ça sur l'enseignement et l'éducation professionnelle, le règlement, tout ça génial, je vous résume, hein, d'utiliser l'IA dans ce domaine-là. Je trouve que ça apporte des bienfaits incroyables. Il estime également que ça va permettre d'avoir, il faut assurer des formations numériques de qualité, c'est ce que vous pouvez faire, et il faut que tout le monde soit formé au numérique et à l'IA, les enseignants, ensuite passer le message aux étudiants, pour que les étudiants soient capables d'utiliser l'IA, que les enseignants soient. On est tous d'accord là-dessus. Donc ça, l'Union européenne est tout à fait d'accord là-dessus. Seulement, elle pose des règles. Ah, c'est là que ça devient vraiment marrant. Elle pose, grosso modo, ce que j'ai résumé. Vous ne le trouverez pas dit comme ça ailleurs, mais je résumais ça pour simplifier. J'ai trouvé une règle générale et une série de contraintes. Alors, commençons par la règle générale. Donc, elle pose une règle générale. Alors, cette règle générale est d'autant plus embêtante qu'elle a intervenu, alors vous savez, ça a duré 4 ans, les débats, elle a intervenu, cette règle générale, dans les derniers mois, avant l'adoption du règlement. Donc, on ne la connaît pas bien, on n'a pas eu le temps d'en discuter, c'est tombé comme ça. Hein. Cette règle générale, elle nous concerne en plus, elle nous concerne, je dirais, tous. Ça concerne la maîtrise de l'IA. Et on nous a pondu, ce terme que c'est venu de un article 4, la maîtrise de l'IA, les fournisseurs et les déployeurs. Vous vous souvenez, déployeurs, ça peut être vous, si vous utilisez un système d'IA dans le cadre de vos formations. Prennent des mesures pour garantir quoi? Un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour leur personnel et les autres personnes qui s'occupent du fonctionnement et l'utilisation des systèmes pour leur compte. Donc, ça veut dire que les directeurs d'établissement, par exemple, vont être obligés d'assurer une formation à leur personnel qui vont utiliser de l'IA. Donc, si c'est les enseignants, il faudra former les enseignants. Si c'est le personnel administratif, il faudra aussi former le personnel administratif. En fait, vous êtes obligé d'assurer une formation à l'ensemble des personnels qui vont être amenés à toucher de l'IA. Ça, c'est très important, de sorte que le personnel puisse à son tour pouvoir transmettre l'information. Donc ça, c'est un article très important, très général, et d'autant plus important que là, je vous ai fait un résumé du plan du règlement. Et l'article trouve sa place, alors, est-ce que j'ai un pointeur là-dessus? Je ne suis pas sûre. Ça pointe le mur, mais ça ne pointe pas mon tableau. Peu importe. Vous avez, dans le chapitre 1, vous avez l'article 4, ça apparaît dès le début du règlement. Ce qui veut dire que juridiquement, ça chapeaute le règlement. Ce qui veut dire que, après ce que je vais vous expliquer sur les différents risques, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui vient au-dessus. Ce qui voudrait dire que même quand vous avez, dans votre établissement, vous déployez un système d'IA
vous utilisez un système d'IA qui ne présente aucun risque, normalement, si j'ai bien compris, sûr, parce que là, c'est pas du tout, normalement, on doit pouvoir comprendre que vous devez quand même maîtriser le système. Alors, je vais accélérer un tout petit peu les compétences, c'est pas grave. Voilà. Alors, il pose aussi une série de contraintes réglementaires. Ça, je voulais vraiment vous les montrer. Les contraintes réglementaires appliquées pour la mise sur le marché et l'utilisation de ces systèmes d'IA. Vous avez 3 règles plus une qui n'aurait pas une. Première règle, que je vais développer juste après, mais en accéléré. Comme ça va vraiment vous faire réfléchir. Première règle, le règlement interdit certains systèmes d'IA dans l'enseignement. Donc, il y a des systèmes d'IA, n'y pensez même pas, vous ne pouvez pas les utiliser. Deuxième chose, le RIA considère que certains systèmes d'IA utilisés dans l'enseignement seront considérés de fait comme un haut risque. Donc, avec toutes les règles du règlement à respecter. Troisième règle, certains systèmes d'IA en eux-mêmes sont aussi particuliers et auront aussi des règles à respecter qui pourront se cumuler avec d'autres règles. Je sais. Je me suis arraché les cheveux pendant 2-3 ans pour comprendre tout ça. Là, c'est vraiment une synthèse qui a l'air hyper facile, mais en réalité, c'est vraiment pour comprendre le charabia européen qui ne sont pas améliorés dans ce règlement, c'était horrible. Et quatrième règle, qui n'est pas une, a priori, les risques minimes, sauf la maîtrise dont je vous ai parlé, vous serez tranquille, vous n'avez pas de règles à respecter. Rapidement. Usage interdit. L'usage interdit, c'est tout en haut. Pas le droit d'utiliser. L'usage est interdit. Vous avez l'article 5 qui nous donne la liste des usages interdits. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la liste des usages interdits? Eh bien, on voit l'utilisation d'un système d'IA, donc la mise sur le marché, la mise en service, ça ne vous concernera pas tout à fait peut-être, mais en tout cas l'utilisation professionnelle d'un système d'IA qui va inférer des émotions d'une personne, qui va inférer les émotions d'une personne physique sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement. Donc là, si ça va inférer les émotions, on va pouvoir prendre les émotions de la personne et vous ne pouvez pas l'utiliser, sauf si c'est pour des raisons médicales. Par exemple, vous avez un système d'IA qui est utilisé pour une personne qui a atteint d'une pathologie particulière, et bien dans ce cas-là, vous avez le droit de l'utiliser pour un cours, par exemple. Première chose. Deuxième chose, deuxième règle. Le RIA considère que certains systèmes d'IA utilisés dans l'éducation et la formation professionnelle sont à risque élevé. C'est ce qui m'inquiète le plus parce que vous avez... Alors, pour savoir si les systèmes sont ou pas à risque élevé, qui est la catégorie la plus embêtante. Je dis tout de suite, c'est vraiment la catégorie, mis à part ce qui est interdit, mais c'est la catégorie où l'entreprise aura beaucoup de choses à faire. Ça va coûter de l'argent, il va y avoir des certifications, il va y avoir des examens, il va y avoir... C'est pire que le RGPD, tout ce coup-là. Eh bien, vous avez une méthode pour déterminer si ça risque ou pas. Et c'est l'article 6 qui détermine la méthode de classification. Ben vous n'allez même pas vous embêter. Parce que dans l'article 6, vous avez l'alinéa 2 qui vous dit, en dehors de tout ce qui était dit avant, eh bien, les systèmes d'IA qui sont visés à l'annexe 3 sont considérés de fait comme étant au risque. Hop, crac, vous n'avez pas le choix. Donc, vous, en matière d'enseignement, et vous avez dans l'annexe 3 le petit point 3, il y en a d'autres, hein, le petit point 3 qui dit éducation et formation professionnelle, eh bien, vous êtes en plein dedans. Donc, ça concerne les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour déterminer l'accès, l'admission, l'affectation de personnes physiques, les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour évaluer les acquis d'apprentissage, les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour évaluer le niveau de l'enseignement approprié, les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour surveiller, détecter les comportements interdits. Je vais résumer, mais le reste du texte, bien sûr, est très important. Donc, tout ça, c'est un risque élevé. Et que se passe-t-il si c'est un risque élevé? Je ne vais pas vous assommer parce que j'ai plus que 2-3 minutes, j'imagine. Eh bien, vous avez... Alors, pourquoi c'est un risque élevé? Parce qu'on a dit, l'Union européenne considère que ça va impacter toute sa vie. L'étudiant, l'élève,
l'adulte en formation professionnelle va être tellement impacté dans sa vie à cause de ce que vous aurez osé utiliser comme système d'IA, eh bien, il faut qu'il soit considéré comme à haut risque pour le protéger au maximum. C'est ça la justification, notamment en raison des discriminations qui peuvent avoir lieu. Et là, les opérateurs, alors c'est un mot générique opérateur, ne vous inquiétez pas, c'est pour mettre dans le même paquet fournisseurs, déployeurs. Donc les opérateurs doivent alors respecter plein de règles. Ah oui. Alors j'accélère, je vous montre. Voilà. Vous avez des exigences à respecter. Vous avez la liste des systèmes de gestion des risques, blablabla. En plus, vous devez former votre personnel à être capable d'affronter ces risques. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, vous aurez une formation à faire. Peut-être que cette formation, on peut la déporter sur un organisme extérieur, par exemple. Et ensuite, vous avez aussi des obligations à remplir. Il n'y a pas que des exigences, il y a des obligations. Et hop, c'est tout reparti pour une liste d'obligations qui va jusqu'à la déclaration de conformité, le marquage CE de votre système d'IA, comme tout ce qui est utilisé dans l'Union européenne. À côté de ça, le fournisseur, à la limite, vous dites, ça ne me concerne pas trop. Le déployeur, donc votre établissement, qui va utiliser. Il va devoir respecter l'article 26. Donc, il va devoir utiliser des mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer que le système d'IA soit utilisé conformément à la notice d'instruction. Veiller à ce que les personnes qui vont mettre en œuvre la surveillance humaine, que parfois c'est un système d'IA tellement délicat qu'il va y avoir un humain qui va contrôler ce système d'IA, mais que cette personne soit capable de contrôler. Donc là, vous avez encore une formation. Voilà, et vous avez une liste des journaux qui vont être générés pour garder des traces, etc. Et vous avez bien sûr une formation qui va devoir être assurée pour que les personnes soient capables de faire tout ça. Vous voyez comme c'est énorme. Imaginez que ça s'applique dans les hôpitaux, qui sont les déployeurs de systèmes d'IA, qui doivent utiliser le système d'IA, le comprendre, et ensuite former les personnels qui n'ont pas que ça à faire. Bref. Donc ça s'applique à tous les déployeurs. Les hôpitaux, ça s'applique aux personnels qui vont avoir besoin, en dehors de l'enseignement, d'utiliser des systèmes d'IA dans les entreprises. Donc ça va il va y avoir pas mal de joyeuseté bientôt. Alors vous avez une exception si vous réussissez à prouver qu'il n'y a pas de risque. Vous allez devoir prouver ça. Vous prouvez qu'il n'y aura pas de risque pour les droits fondamentaux. Donc c'est à vous d'aller démontrer qu'il n'y a pas de risque. Je vous passe comment on fait, c'est expliqué dans le règlement. Troisième règle. Alors là, tenez-vous, si encore 2-3 minutes, je finis par là. Tenez-vous, c'est hyper compliqué. J'ai mis, 2 ans que l'Europe a été hyper pas claire du tout sur le sujet. Vous avez, en plus, c'est complètement embrouillé sur la question. Ils ont dit d'informations contraires. Le bazar le plus total. Vous avez certains systèmes d'IA, certains systèmes d'IA qui imposent des règles en plus spécifiques. À l'origine, l'Europe faisait des règles toutes seules et pas les autres. Maintenant, vous allez voir, c'est plus compliqué. Eh bien, c'est un résumé de l'article 50. Vous voyez l'horreur? Et il manque des morceaux. Hein. Alors, bien sûr, alors, vous avez en fait, ça va être des obligations de transparence pour certains systèmes d'IA. Alors, je ne vous ai pas traumatisé avec ça. Hein. Donc, bien sûr, ça ne vise pas directement la formation et l'éducation, mais par exemple, si vous utilisez dans votre école, dans votre établissement, dans votre organisation, un chatbot, par exemple, c'est une chose de première. Article 50, OK? Donc, dès que vous utilisez l'un de ces trucs, vous allez devoir appliquer l'article 50. Donc, je vais vous les résumer juste après, parce que je suis gentille. Hier soir, vers 11h, je me suis dit, c'est trop compliqué. Donc, on a 4 cas dans l'article 50. Vous voyez, hyper facile, j'ai résumé en un mot, même si du coup, c'est tout à fait juridiquement complet. Hein, mais bon, tant pis. Les chatbots. Les chatbots, vous devez informer la personne qui discute avec une machine. Grosso modo. Les systèmes d'IA générative, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je ne parle pas des modèles. Je vous parle des systèmes comme ChatGPT qui va être utilisé, qui va devoir faire l'objet aussi d'une. Vous allez leur prévenir que vous utilisez un système d'IA générative. Les systèmes de reconnaissance des émotions, de catégorisation biométrique. Bon, je ne sais pas si ça va être utilisé pour l'information, mais en tous les cas, il faut aussi prévenir les personnes.
et des systèmes qui génèrent des deepfakes. Dans ce cas-là, il faut également prévenir qu'elle efface. Vous connaissez les deepfakes, ces vidéos fausses où on voit Macron en train de chanter un truc, ou en train de raconter n'importe quoi, en train de faire je ne sais quoi. On le voit en boîte de nuit. Récemment, c'est pour ça en train de danser en boîte de nuit. Eh bien, ça, c'est un deepfake qu'il faut prévenir l'utilisateur qui regarde. Alors, attention. Si vous avez un chatbot, par exemple, d'accord? Parce que j'imagine que vous allez l'utiliser le plus souvent. Vous avez un chatbot ou un système d'IA génératif, par exemple, qui va générer du texte pour votre formation professionnelle. Si, donc ça s'est utilisé dans l'un des quatre cas, si en plus c'est à haut risque, donc ça veut dire que si ça rentre dans les cas de l'annexe 3, tenez-vous bien, vous allez appliquer des règles. Pointeur, ça veut dire des règles du risque élevé plus les règles de l'article 50. Donc, toutes les règles, et en plus spécialement informé que, attention, vous êtes en train de parler avec un système bien, cumuler les deux. Et ça, l'Europe, elle n'avait pas dit clairement. Il a fallu vraiment réussir à comprendre. Elle ne disait pas ça sur son site internet. Donc, ça, c'est très important. Donc, vous utilisez l'IA générative, vous devez informer et vous devez appliquer l'article 50 si ça tombe dans les cas de l'annexe 3. Si ça ne tombe pas dans les cas de l'annexe 3, que je vous ai donné tout à l'heure, eh bien, mais que c'est un chatbot. Un chatbot, je ne sais quoi, un peu banal, un peu sympa, un peu mignon, eh bien, votre système n'est pas au risque et vous n'avez à appliquer que l'article 50. On appelle ça un système à risque modéré. Et dans ce cas-là, vous avertissez classiquement qui utilise une machine et c'est bon, c'est tout. Okay. Donc, c'est vraiment dans le cas numéro 1, là, c'est compliqué. C'est pas compliqué comme je vous dis tout de suite. Et enfin, les risques minimes, ben, vous ne serez pas concerné. Donc, si jamais vous êtes concerné, donc il n'y a pas de risque aucun, ben, il n'y a pas de règle qui s'applique au titre du règlement. Pour conclure, vous avez effectivement un certain nombre de règles juridiques, mais pensez aussi aux problèmes éthiques créés par l'IA que je n'ai pas abordé. Il faudrait venir de plus. Les problèmes éthiques abordés par l'IA sont énormes. Notamment, je prends l'exemple de l'IA générative. C'est très important en termes de formation d'éducation professionnelle. Vous avez la nécessité de comprendre et de faire comprendre que les images que l'on voit aujourd'hui ne sont pas réelles, ne sont pas forcément réelles. Donc là, vous avez une manifestation où on tabassait les vieilles personnes qui étaient complètement inventées. Donc ça, c'est les élèves, les étudiants doivent le comprendre. Vous avez également des risques d'erreur et d'hallucination. Je parle de l'IA générative, d'accord? Des risques d'erreur et d'hallucination. Donc, quand vous demandez à l'IA générative de faire un saumon dans une rivière, il a appris ce saumon dans une barquette. Donc, vous allez avoir un saumon dans une barquette qui va être dans une rivière. Donc, vous avez le... Voilà. Voilà ce que comprend l'IA. L'IA est bête. On vous le dit, on vous le répète, mais l'IA est bête. D'accord? Donc, l'IA ne fait que ce qu'elle a appris. On lui a appris qu'un saumon, c'est une barquette de poisson. Eh bien, ça sera une barquette de poisson. Encore, des choses, ce n'est pas la barquette avec. Pour vos élèves, vos étudiants, le devenir du travail, plus il y aura d'IA utilisé, plus la question du devenir du travail, de la transformation du travail va se poser. C'est très important de réfléchir. Il y a des rapports contradictoires qui sont publiés sur le sujet. On risque de perdre un certain nombre d'emplois à cause de l'IA, notamment de l'IA générative. En Chine, ils ont remplacé toute une chaîne de travail avec de l'IA générative. Je ne parle même pas des informations sensibles, des corpus, etc. Je termine avec la dépendance technologique. Ce qui me fait le plus peur par rapport à nos étudiants, et je le vois déjà à mon niveau en droit, c'est que nos étudiants du Master 2 notamment, qui doivent générer un rapport, et là je vois qu'ils l'ont généré avec ChatGPT, ça ne fait pas... Le problème, c'est que ce rapport qui va se retrouver, je ne sais où, sur Internet, eh bien, il est récupéré par ChatGPT, qui va s'entraîner sur ce qu'il a dit, ce
qui fait qu'un jour, vous allez avoir sur Internet plus de documents produits par ces systèmes d'IA générative que de documents produits par l'humain, le vrai humain à l'origine, avec son vrai cerveau. Ce qui fait que vous allez avoir un moment où ça ne servira plus à rien. Vous pouvez demander à ChatGPT ou à un autre concurrent, puisqu'il va répéter que ce qui a déjà été répété. Et n'oubliez pas que ces systèmes d'image ou quoi que ce soit n'inventent rien. Il faut répéter ce qui a été dit et ils le répètent mal. Et n'oubliez pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc, quand vous leur demandez quelque chose et qu'ils vous répondent, ça peut être faux. Et ça, les étudiants doivent le savoir. Par exemple, en droit, aux États-Unis, les avocats se sont fait sanctionner parce qu'ils demandaient, aux États-Unis, ça fonctionne par décision des précédents jurisprudentiels. En France, ce n'est pas le cas. Mais aux États-Unis, quand il y a une décision de justice qui a été adoptée, je termine par là, décision de justice qui a été adoptée, eh bien, elle est valable toujours. Donc, les avocats doivent connaître tout ce qui existe avant, et c'est possible. Ce qui fait que des avocats du barreau de New York ont demandé à ChatGPT de faire résumer les décisions de justice importantes pour leur cas. Et ChatGPT ne savait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé. Mais il invente bien, attention, vous allez avoir la date, vous allez avoir le nom des parties, vous allez avoir le nom des juges, et le nom de tout ce qu'il faut qui ressemblera à une décision de justice véritable, et avec une solution qui ressemblera comme de goutte d'eau à une véritable décision. Ça, elle sera complètement bidouillée. Et les avocats les ont cités dans leur plaidoirie. Évidemment, ça n'existait pas. Donc là, c'est gravissime et les étudiants vont le faire. Moi, en droit, ils ont commencé, mais dans les disciplines, ça va arriver. On vous citera des auteurs qui n'existent pas, ou des auteurs qui existent, mais avec des références qui n'existaient pas. Ce qui fait que nous, en tant qu'enseignants, comment aller courir après toutes les citations d'un auteur qui a produit 10 000 pages dans sa vie, ça va être un boulot impossible. Donc, on va utiliser ChatGPT pour demander si. Et vous ne pourrez pas savoir si c'est vrai, puisqu'il aura appris du mémoire que. Voilà. Vous voyez le problème de ce nourrissage de ChatGPT et des autres systèmes par toutes nos bêtises qui vont s'accumuler, ça va être pour le cerveau de nos étudiants une véritable catastrophe, je pense, à court terme, l'utilisation de ce type d'outils. Donc, grande prudence avec ça. Je vous remercie beaucoup. Merci Nathalie. On va prendre une ou deux questions dans le temps qui nous reste. Si c'est riche, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, j'imagine. Bonjour, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent les outils d'IA générative dans la préparation de cours ou en situation de cours sans s'être forcément trop posé la question de ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas. Moi, je me souviens de la période où le RGPD est passé de trucs théoriques avec deux personnes dans un bureau qui n'étaient pas capables de le faire appliquer, et puis où maintenant, ça semble à peu près normal à tout le monde d'avoir ces contraintes-là. Si on prend ce cas d'usage très simple, je me sers de l'IA générative pour concevoir mes cours, je pense que tout le monde le fait en fait. Donc, voilà. Mes étudiants s'en servent aussi, voire je les invite à s'en servir dans le cadre d'exercices avec moi. Est-ce que j'ai des obligations particulières? Est-ce qu'il y a des règles auxquelles je suis soumis dans ce cadre-là? Sachant que là, je ne parle pas d'un déploiement établissement, hein, c'est moi en tant qu'enseignant, j'ai fait mon cours comme ça, sans me poser de questions. Est-ce que je suis en infraction en faisant ça comme ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. J'ai déjà fait ce genre de conférence sur l'impact sur la recherche et le chercheur lui-même. Et c'est effectivement une question qui se pose. Normalement, vous n'avez aucune infraction parce que ChatGPT, ce qu'il va générer, ça n'appartient à personne. Mais ça veut dire aussi que votre collègue qui pourra prendre votre cours et ça sera tout autant avec à vous. Vous n'avez aucune propriété sur ce que vous avez produit. Mais vous n'avez non plus aucune plus-value personnelle sur ce que vous avez produit. Et les élèves qui vont vous rendre un devoir basé n'auront aucune plus-value par rapport à qui fait qu'en fait, il n'y aura plus du tout de plus-value. Alors au départ, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances pour corriger, etc. Mais au fur et à mesure, le problème, c'est que l'habituation de l'humain va faire que, on le voit tous, hein, on est humain,
La première année, on reprend le truc, on va recorriger, on va vérifier, etc. La deuxième année, peut-être moins, et puis après, on va générer des trucs, on va les laisser passer, et c'est là que va venir le danger. C'est qu'un jour, on ne saura plus vraiment construire un cours soi-même. Ça va nous sembler incroyablement pénible. C'est incroyablement pénible. Mais ça va nous sembler encore plus pénible parce qu'on aura perdu l'habitude de le faire. Donc, et puis, on verra moins l'intérêt je ne sais pas, quand vous avez peiné sur un paragraphe dans votre cours, je ne sais pas, à un moment donné, vous avez le plaisir d'essayer de faire comprendre, comme là, par exemple, ce truc-là, sur les 4K, etc. J'ai passé 2 ans à essayer de comprendre. C'est encore plus agréable pour moi d'essayer de faire comprendre en 2 secondes. Parce que je sais combien je m'ai bavé pour comprendre. Et ça, c'est petit plaisir, vous allez faire. Ça va générer, quand vous avez des pages qui défilent, c'est pas. J'ai peur qu'on perde ce plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un résumé de tout ce qui existe sur Internet. C'est quoi, en fait Et après, notre plus-value en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça va être? Après, ça dépend qui vous formez. Quand on forme les premières années, c'est pas pareil. Par exemple, en droit, un cours de première année, 1 heure de cours, on passe 1 heure pour préparer. C'est assez rapide, ça a résumé de tous les bouquins, par exemple. En Master 2, 1 heure de cours, ça correspond à 5-6 heures de recherche pour que tu sois vraiment bien ficelé. J'utilise pas du tout de ChatGPT pour faire ça. Surtout qu'il va produire des décisions qui sont fausses, des choses qui sont fausses. Donc, je ne peux pas faire confiance à ChatGPT. En tout cas, pour ma partie. Mais après, pour enseigner peut-être d'autres disciplines, peut-être que. Merci, on va prendre une toute dernière question. On sait que le temps est court, après peut-être vous pouvez discuter avec et puis Nathalie reste un petit peu. Donc... Vous l'avez mis exprès, vous avez mon mail, j'ai plein de cartes de briques, vous avez besoin, on peut discuter. Ariane. Je voulais revenir sur une remarque que vous avez faite qui était celle de la propriété du contenu généré n'est pas celle de celui qui a fait le prompt. Et dans les CGU de ChatGPT, il est pourtant indiqué que nous sommes l'auteur de notre propre contenu généré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une subtilité? Vous avez des infos là-dessus? Rapidement. Alors, dans le règlement, effectivement, ils en parlent très, très brièvement et ils évacuent la question parce que ça tombe sur un autre domaine, la propriété intellectuelle. Donc, en fait, dans le règlement, on vous dit tout ce qui est généré n'est pas protégé par les droits d'auteur. Sauf si, vous, en tant qu'auteur, par exemple, vous avez écrit un article sur un sujet et vous avez réservé la propriété intellectuelle. Dans ce cas-là, par exemple, une entreprise qui va web scraper surtout Internet, tout ce qui existe, les articles scientifiques d'un domaine, eh bien, devront réserver votre cas parce qu'en plus, ils ne citent pas les sources. Donc, quand vous écrivez un article, là, on parlait d'un cours, ça va, mais quand vous écrivez un article avec ChatGPT, vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Vous êtes en train de copier un auteur et vous êtes en train de parler carrément sur quoi. Donc, normalement, les réserves peuvent être faites. Et dans ce cas-là, normalement, on réserve le droit de propriété intellectuelle de ceux qui ont fait la demande. Mais si vous ne faites pas, vous l'avez pas. Donc, c'est un peu tordu comme système parce que ce n'est pas très clair. Mais par contre, ce que vous générez avec les prompts, il n'y a aucune propriété là-dessus. Vous n'avez aucun droit là-dessus, rien. Ça vaut juridiquement rien du tout. Sauf si ensuite vous apportez des choses qui sont nouvelles. Donc, c'est vraiment le piège. D'ailleurs, le Science Europe, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme, Science Europe m'a interrogé sur ce sujet-là. Ce n'est pas du tout les règles applicables, comment on fait quand on est chercheur. C'était vraiment la panique aussi. Eux-mêmes, ils ne savent pas du tout.